te faire un petit rappel. En fait, ici, on doit faire BO en Python. Donc, avant ça, on doit d'abord voir les concepts de base de la programmation orientée objet. Donc, en général. Donc, on verra la notion de classe, la notion d'objet. Et puis, il y a des relations entre les classes qu'on va appeler des associations. Il y a des types de relations aussi. Compétition, agrégation, il y a aussi héritage, polymorphisme. Donc, des concepts importants. Donc, des concepts importants dans la programmation orientée objet. Ensuite, on va voir des exemples voilà, avec Python. On verra, on utilisera un IDE pour pouvoir programmer en Python. Donc, un objet, c'est une entité du monde réel ou bien virtuel. Donc, ça peut être un objet physique qui existe. Ça peut être aussi un objet virtuel qu'on définit soi-même. Ça peut être un objet dans un jeu, des choses comme ça. Voilà. Donc, objet du monde réel, ben, la sèche, c'est un objet du monde réel. Il existe, on peut le toucher. Ben, la voiture, une personne, une commande. D'accord? Donc, l'objet peut se caractériser par des attributs. Voilà. Des attributs. Donc, qu'est-ce qui caractérise une voiture? Une voiture, par exemple, peut être caractérisée par la marque. Ça peut être caractérisé par l'année de mise en circulation. Hein? Ou bien, si la voiture, là, c'est des types essence, ou bien si c'est des types diesel. Voilà. Donc, il y a différentes choses qui caractérisent la voiture. Donc, c'est ce qu'on appelle les attributs. Donc, si je prends un rectangle, qu'est-ce qui caractérise un rectangle? Ben, il y a la longueur et puis il y a la largeur. Qu'est-ce qui caractérise un cercle? Il y a les rayons. D'accord? Voilà. Donc, en termes d'attributs, il y a les éléments intrinsèques voilà, qui caractérisent voilà, donc l'objet. Donc, le rectangle, qu'est-ce qui les caractérise? Il y a la longueur et il y a la largeur. D'accord? Mais à partir de ça, il y a d'autres choses qu'on peut avoir, telles que la surface et les périmètres. D'accord? Donc, si on prend les cercles, une fois qu'on a le centre du cercle, d'accord? On a le centre du cercle, on a les rayons. C'est bon. Ça caractérise bien notre cercle. Après, à partir de ça, on peut avoir le diamètre, si on veut. On peut avoir la circonférence, on peut aussi avoir l'aire du cercle. Voilà. Donc, ceci sont des informations qu'on peut avoir à partir du rayon. D'accord? Une personne aussi, on peut le caractériser par des informations telles que le nom, le prénom, la date de naissance, son adresse, sa profession, donc tout un tas d'informations qui peuvent caractériser une personne. Voilà. Donc, une commande, ça peut être caractérisé par le numéro de commande. D'accord? Donc, les attributs, c'est tout ce qui peut caractériser l'objet, une propriété de l'objet. D'accord? Maintenant, les opérations qu'on appelle méthode. D'accord? Donc, une opération, c'est ce que l'objet peut faire. Donc, si je prends une voiture, la voiture peut démarrer, la voiture peut s'arrêter, la voiture peut accélérer, décélérer, ainsi de suite. Voilà. Donc, on a des opérations que la voiture peut faire. Donc, il y a des choses que la voiture peut faire comme service. Voilà. Donc, on a un objet et l'objet peut réaliser un certain nombre de choses. D'accord? Et dans ça, il y a une notion importante qui est voilà, l'identité. C'est-à-dire que chaque objet a une identité à part. C'est-à-dire qu'on peut, même si on a voilà, des rectangles, on peut les distinguer. Chaque rectangle, chaque objet rectangle, si j'ai un rectangle R1 et un rectangle R2, d'accord? Chacun a sa propre identité. Ça veut dire que dans la mémoire de la machine, on va pouvoir distinguer l'objet R1 de l'objet R2. Si on fait des modifications sur R1, ça se répercute seulement sur R1. Si on fait des modifications sur R2,
ça se répercute sur R2. Donc, chacun a sa propre identité, donc va avoir son propre cycle de vie. Parce que l'objet peut, voilà, aussi, après sa création, il peut durer dans les temps. D'accord? Voilà, donc l'identité, ça, on peut dire que c'est la référence de l'objet, hein, des choses comme ça. Donc, comme un exemple, on peut avoir un employé. L'employé Touré, par exemple, il a un numéro, c'est l'employé numéro 10. Il est employé en tant qu'ingénieur sur le site 10. D'accord? Donc, ses attributs, c'est quoi? C'est son numéro, c'est son nom, c'est sa qualification, c'est son site de travail. D'accord? Ensuite, les opérations, qu'est-ce qu'on peut faire sur un employé? Ou bien qu'est-ce que l'employé peut faire? D'accord? On peut, par exemple, consulter les informations de l'employé. D'accord? On peut consulter les informations de l'employé. Hein? On peut aussi modifier ces informations. Par exemple, on peut modifier son numéro, on peut modifier son site de travail, on peut modifier sa qualification si c'est autorisé, bien sûr. Voilà. Donc, on a des objets et ces objets-là, il y a des choses qu'on peut faire avec ces objets ou bien il y a des choses que ces objets-là peuvent faire, voilà, pour nous. Voilà. Donc, un objet a ses caractéristiques, ses attributs, a aussi un comportement, hein, des comportements donc, définis par ses méthodes. Voilà. Donc, l'objet peut rendre des services. Hein, donc, il peut faire des choses. Et donc, une classe, c'est un modèle maintenant qui va regrouper, hein, d'accord, c'est une abstraction qui va dire, bon, voilà, une catégorie, hein, d'objets, d'accord. Et donc, à partir de cette classe maintenant, on peut fabriquer des objets particuliers, d'accord. Voilà. Donc, la classe, c'est juste une abstraction, hein, au lieu de dire, bon, j'ai un rectangle R, d'accord, R de longueur 10 et de largeur 5. J'ai RD aussi de longueur 15 et de largeur 10. D'accord? Ben, j'ai dit, bon, généralement, un rectangle, c'est quoi? C'est la longueur, c'est la largeur, et puis sur le rectangle, on peut calculer la surface, on peut calculer le périmètre. Donc, j'ai dit ça de manière générale, et puis j'ai dit comment on fait les calculs de la surface et les calculs du périmètre. Donc, vous voyez que les calculs de la surface et du périmètre, là, ce n'est pas des calculs spécifiques à R1 et à R2. Ça veut dire que pour n'importe quel rectangle, ces calculs-là se font de la même façon. Vous voyez, donc, j'ai défini une classe qui va avoir les propriétés, donc les attributs. D'accord? Un rectangle est caractérisé par la longueur et la largeur, et aussi les opérations qu'on appelle les méthodes. C'est les comportements donc, de la classe, des objets de la classe. Et donc, je vais dire que pour un rectangle, on peut calculer la surface, on peut calculer le périmètre. Ensuite, un objet est une instance d'une classe. Donc, l'objet, c'est une instance d'une classe. Ça veut dire que, à partir du modèle classe, on peut créer un objet qui est, voilà, un exemplaire. D'accord? Voilà. Donc, à partir de la classe, maintenant, on peut créer plusieurs objets. D'accord? Voilà. Donc, on peut créer les rectangles 1, les rectangles 2, les rectangles 3, ainsi de suite, à volonté. Donc, chacun va avoir sa propre longueur, sa propre largeur, et sur lui, on peut calculer le périmètre, on peut calculer la surface, et chacun va donner des valeurs différentes selon ses propres propriétés. Voilà. Et donc, l'objet aussi peut changer dans les temps. Voilà. Et donc, par exemple, on peut faire une classe employée, d'accord? Au lieu de donner voilà, seulement des exemplaires, on va dire, bon, voilà, on a une catégorie des choses qu'on appelle employés. Donc, on a la classe employé. Et puis, un employé est caractérisé par des attributs. Vous voyez? Donc, il y a le nom, il y a le numéro, la qualification, les sites de travail. Et puis aussi, il y a les opérations. Voilà. Il y a les opérations
Donc, un employé est caractérisé par ça et on peut consulter l'employé. Donc, ça, c'est une fonction, une méthode. C'est comme on consulte une information qui est dans une, voilà, dans une base de données. D'accord? Donc, c'est une fonction qui va te permettre d'avoir accès à cette information-là. Donc, on consulte l'employé. Par exemple, consulter son numéro, son nom, ou bien sa qualification, ou bien son site de travail. Et on peut modifier aussi. Par exemple, l'employé il travaille sur un site X et désormais on veut qu'il soit sur le site Y. Donc on peut modifier. D'accord? Voilà. Donc on peut avoir différents objets et sur les objets là on peut faire des traitements différents. Et donc, la notion de classe, c'est un moyen de réaliser ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc, l'encapsulation, c'est le fait de rassembler les données et les méthodes au sein d'une structure qu'on appelle classe. D'accord? Ça veut dire qu'on va masquer les informations et donc les informations ne sont pas accessibles librement comme ça. Ce sont les propriétés de quelqu'un. D'accord? Voilà, j'ai longueur, largeur, mais bon, longueur et largeur de quelqu'un. D'accord? Ben, je modifie la longueur, donc je modifie la longueur de quelqu'un, je modifie la largeur de quelqu'un. Vous voyez, donc on a fait une encapsulation qui fait que les informations là ne sont pas libres, mais sont bien rattachées à quelqu'un, sont rattachées à un objet d'une classe. Vous voyez? D'accord? Donc si je dis, bon, je modifie la longueur, mais je modifie la longueur de qui? Je modifie la largeur de qui? D'accord? Voilà. Donc, on a réalisé une encapsulation qui fait qu'on a rattaché les attributs et les méthodes, c'est-à-dire, habituellement, on dit des variables. D'accord? Mais maintenant, ces variables-là, ils deviennent des attributs de quelqu'un. Voilà. Donc, on a attribut longueur, largeur. Ce sont des attributs rattachés à une classe. Les méthodes, les opérations aussi, ce sont des opérations rattachées à une classe. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas juste une fonction que je peux utiliser. Par exemple, j'ai une fonction racine carrée quelque part, je calcule la racine carrée. Donc cette fois-ci, la fonction là est rattachée à un objet. Donc si je vais calculer la racine carrée, je demande à l'objet là, calcule-moi la racine carrée de tel nom. Vous voyez, donc c'est ça l'encapsulation. Donc c'est le fait qu'on a rassemblé les méthodes et les attributs là dans une classe. Et les objets là vont avoir chacun des valeurs pour chaque attribut. Et puis chaque objet peut faire les services qui sont définis dans la classe, les fonctions qui sont définies dans la classe. Donc cette façon de faire, ça permet de garantir l'intégrité des données contenues dans les objets, parce que ces données maintenant sont protégées, ne peuvent pas être modifiées arbitrairement. Voilà. Donc il faut respecter une façon de faire. Ensuite, il y a la notion d'héritage. Voilà. Donc la notion d'héritage, c'est le fait qu'on peut créer une classe à partir d'une autre classe. C'est-à-dire, j'ai une classe, je vais avoir une autre classe qui hérite de cette classe-là. D'accord? Par exemple, on peut avoir la classe personne. Et donc, quand on prend la classe personne, il y a une personne peut être caractérisée par son nom, son prénom, sa date de naissance. D'accord? Mais dans la catégorie personne, je me rends compte qu'en fait, il y a des sous-catégories. Il y a des hommes et puis il y a des femmes. Oui, il y a des hommes et puis il y a des femmes. Donc, homme là, en fait, ce n'est pas une classe comme ça, mais c'est une classe qui hérite de la classe personne, parce qu'un homme, c'est quoi? C'est une personne. Une femme, c'est quoi? C'est une personne. Vous voyez?
parce qu'il y a des caractéristiques communes que je peux mettre dans la classe personne, d'accord? Et puis maintenant, les hommes vont avoir des caractéristiques particulières, les femmes aussi vont avoir, voilà, des caractéristiques qui sont particulières à elles, d'accord? À elles. C'est ça la notion d'héritage. Donc, parce qu'en fait, une classe, c'est comme un type aussi. Hein? Donc, j'ai des types personnes et aussi j'ai des sous-types. Donc, j'ai des personnes qui sont des femmes, il y a des personnes qui sont des hommes, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est une façon de faire l'héritage. Donc, on va factoriser tout ce qui est commun aux personnes. On met ça dans une classe personne. Et puis maintenant, ce qui les différencie, on va mettre dans les sous-classes. Voilà. Donc, la superclasse, c'est la classe dont on hérite. D'accord? C'est la classe dont on hérite. Et puis, la sous-classe, c'est la classe qui a hérité. D'accord? Par exemple, la classe personne va être la superclasse. La classe homme va être une sous-classe, c'est-à-dire la classe qui hérite de la classe personne. La classe femme aussi est une sous-classe, ou bien une classe dérivée, parce que c'est une classe qui hérite de la classe personne. D'accord? Mais comment on fait en fait l'héritage? Pourquoi on fait l'héritage? Si on fait l'héritage, on dit que bon, on a classe personne, on a classe homme-femme, et puis homme-femme hérite des personnes. Mais pourquoi on fait l'héritage? Parce qu'il y a des caractéristiques communes, ou bien il y a des comportements qui sont communs. D'accord? Voilà, parce que hommes et femmes là ont des caractéristiques communes. Ils ont des attributs communs. Par exemple, nom, prénom, date de naissance, profession. Chacun a une profession. D'accord? Même si chaque personne peut avoir des professions différentes, mais c'est un attribut profession. D'accord? Voilà. Ou bien, bon, on peut avoir aussi des chômeurs. D'accord? Voilà. En tout cas, il y a des caractéristiques communes qu'on peut avoir. Et puis, on peut aussi avoir des comportements communs. Hein? Par exemple, chaque personne peut manger, peut boire, peut dormir, hein? Elle peut marcher, peut se déplacer d'une manière ou d'une autre. D'accord? Voilà. Donc, on peut avoir ça. Et puis, il y a des différences qui peuvent apparaître. D'accord? Les femmes peuvent avoir des comportements qui sont différents, hein, des comportements des hommes. D'accord? Voilà. On peut, si on cherche, on peut trouver, il y a des comportements qui sont spécifiques aux femmes et puis il y a des choses qui sont spécifiques aux hommes. Voilà. D'accord? Donc, en termes de comportement. Voilà. Donc, l'héritage, c'est pour ça qu'on utilise. Donc, on factorise des attributs et des comportements communs. Et puis maintenant, dans les sous-classes, on peut mettre ce qui est particulier à chacun. Et donc, l'héritage, là, ça va créer une catégorie une hiérarchie de classes. D'accord? Donc, on va avoir une certaine arborescence. Voilà, donc on a A qui est la superclasse, il y a B et C qui héritent de A. Après, on peut avoir aussi, hein, des choses qui héritent de B et de C aussi. Voilà. Ensuite, on a la notion de généralisation et de spécialisation. Il y a un moment donné, je suis en train de faire, comment on appelle, une application. Et j'ai dit, bon, dans mon application, j'ai des hommes, j'ai des femmes, hein, et j'essaie de définir les attributs des hommes, les attributs des femmes.
D'accord? Et je me rends compte qu'en fait, entre les hommes et les femmes, là, il y a beaucoup de choses qui sont communes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont communes. Et donc, je me dis, ah tiens, est-ce que je ne vais pas créer une classe qui est plus générale, dans laquelle je vais mettre les attributs et les comportements communs. Et maintenant, je mets les choses qui sont spécifiques à chaque classe. Voilà. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle la généralisation. J'ai eu à ma disposition plusieurs sous-classes. Et donc, à un moment donné, je vois que j'ai besoin de créer une classe qui généralise là, donc pour factoriser. D'accord? Voilà, c'est un peu ça. C'est factoriser, quoi. C'est pour ne pas répéter 5 fois, 6 fois la même chose. Vous voyez, donc je regroupe les caractéristiques, voilà, les attributs et comportements communs dans une classe, et que je vais appeler par exemple la classe personne. Et maintenant, j'aurai homme, femme, et je mets seulement ce qui est spécifique aux hommes dans la classe homme, et seulement ce qui est spécifique aux femmes dans la classe femme. Donc, j'ai fait de la généralisation. Et ensuite, je peux aussi faire de la spécialisation. Donc, la spécialisation, c'est que dans mon application, j'ai créé une classe que j'appelle utilisateur. Hein? Voilà, j'ai créé une classe utilisateur. Et après, je me rends compte que, bon, utilisateur, là, c'est trop général. En fait, mes utilisateurs, ils ont différents comportements. Donc, il n'y a pas que les mêmes comportements. Les comportements sont différents. D'accord? Donc, dans ce cas, je vais dire, bon, moi, il faut que je fasse des classes particulières. Et donc, je vais dire, parmi mes utilisateurs, en fait, il y a des étudiants, hein, il y a des professeurs, il y a l'administrateur du système, il y a le directeur des études, il y a ceci, il y a cela. D'accord? Parce que je me suis rendu compte que, en fait, dans la classe utilisateur, je ne peux pas regrouper tout parce que il y a des utilisateurs particuliers qui ont qui ont soit des attributs ou des comportements qui sont différents parce que tout le monde ne va pas avoir le même rôle dans le système parce qu'il y a des choses que les étudiants peuvent faire et que les professeurs ne peuvent pas faire dans le système. Vous voyez, il y a des choses aussi que les professeurs peuvent faire que les étudiants ne peuvent pas faire. Il y a des choses que les directeurs peuvent faire que voilà, ni les étudiants ni les professeurs ne peuvent faire. Mais en tant qu'utilisateur, il y a un certain nombre d'attributs et de méthodes qui vont être communs à tous les utilisateurs. Donc, c'est bien d'avoir la classe utilisateur, mais après, c'est bien aussi de spécialiser, c'est-à-dire d'avoir des sous-classes qui particularisent un peu les rôles des utilisateurs. C'est bon? Voilà, donc la notion de classe, donc une classe c'est un objet, disons, c'est un modèle, voilà, c'est un modèle, d'accord, qui représente une catégorie d'objets, voilà. Donc un objet, ça peut être un objet réel ou bien un objet, voilà, virtuel, d'accord? Et donc la classe est caractérisée par des attributs et des méthodes. Donc la classe, c'est la notion principale qui permet de réaliser l'encapsulation. Voilà, l'encapsulation, le fait de protéger les attributs et les méthodes des objets. D'accord? Après, il y a une notion importante qu'on appelle l'héritage, qui est le fait de pouvoir voilà, généraliser des choses ou bien de particulariser voilà, les choses. D'accord? Donc, on crée une nouvelle classe à partir d'une classe existante. Donc, la nouvelle classe, la classe qui hérite de la classe existante, elle va avoir les mêmes attributs et les mêmes méthodes que la classe existante. D'accord? Voilà. Et elle peut avoir des choses en plus. Elle peut avoir des choses en plus. Voilà. Mais elle a quand même tout ce que la classe existante va avoir. Voilà. Donc, il y a une notion importante aussi qu'on appelle le polymorphisme.
Donc, le polymorphisme, c'est le fait qu'on peut avoir différents objets qui vont avoir la même structure, mais ils ont des comportements différents. D'accord? Par exemple, je peux avoir la classe animale. Hein? Donc, chaque animal peut manger, boire, crier. D'accord? Maintenant, j'ai différentes catégories d'animaux. J'ai les chiens, j'ai les chats, j'ai des crocodiles, j'ai des hippopotames, j'ai des oiseaux. Vous voyez, donc, chaque type d'animal que j'ai cité, ils mangent, ils boivent et puis ils crient aussi. Maintenant, ils ne le font pas de la même manière. Voilà, ils ne le font pas de la même manière. Donc, le polymorphisme, c'est le fait d'avoir voilà, des objets qui ont la même structure, voilà, mais qui peuvent avoir des comportements différents. Mais chacun peut crier, mais ne crie pas forcément de la même façon. Ça veut dire que tout le monde a ce comportement-là, mais ces comportements ne s'expriment pas de la même façon. Donc, les bases de l'approche orientée objet, c'est le fait qu'on a l'encapsulation, d'accord? Donc, il y a l'encapsulation, il y a l'héritage et puis le polymorphisme. Donc, ça, c'est les trois éléments des bases de l'approche orientée objet. Donc, le fait qu'on a l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. Voilà. Donc, ça, ce sont les éléments de base de l'approche orientée objet. D'accord? Après, il y a la notion de persistance. Hein? Donc, les objets que nous créons. D'accord? Donc, si je suis dans un programme, je crée des objets. En fait, les objets, ils vont durer le temps, voilà, que le programme s'exécute. Dès que le programme cesse de s'exécuter, ces objets-là, ben, ils sont partis. Voilà, ils ne sont plus accessibles. Maintenant, comment on gère la persistance? Donc, la persistance, c'est le fait que l'objet puisse durer dans les temps. Et donc, c'est important donc, de pouvoir communiquer un programme avec une base de données. Donc, on peut créer des objets qu'on va pouvoir enregistrer dans une base de données pour pouvoir les pérenniser. Parce que dans la mémoire RAM, dès lors que voilà, les programmes ne s'exécutent plus, donc, il n'y a plus... donc, les objets, ils n'existent plus. Donc, les objets vont être référencés le temps que le programme est en train de s'exécuter. Voilà. Le temps que le programme est en train de s'exécuter. Maintenant, si vous voulez que vos objets puissent durer dans le temps, on peut les stocker dans une base de données. Après, on peut aussi avoir accès à ces objets depuis une base de données. Mais ce n'est pas notre souci dans ce cours. Voilà, c'est juste quelques éléments en passant. Des questions? Ça va? Tout ce qu'on a dit là, c'est bon? Ok, donc on va continuer. Donc, d'après tout ce qu'on a dit, ce qui est sur ce slide-là devient évident. Donc, une classe décrit un groupe d'objets ayant la même propriété et le même comportement. Voilà. Donc, une classe décrit un groupe d'objets ayant les mêmes propriétés et le même comportement. Donc, même propriété, donc les mêmes attributs, d'accord? Et même comportement, même opération. Par exemple, la classe rectangle, elle va être caractérisée par longueur, largeur, et puis en termes d'opération, on peut avoir calculer surface, calculer périmètre, qui sont les opérations qu'on peut faire sur les rectangles. Vous voyez? Donc, tous les rectangles qu'on va créer, ils vont avoir les mêmes attributs. Donc, chaque rectangle va avoir longueur, largeur, ainsi de suite.
Voilà. Maintenant, les longueurs, les valeurs de longueur et largeur peuvent être différentes, mais quand même, chaque rectangle a une longueur et une largeur. Voilà. Donc, la classe dit que, bon, pour que tu sois considéré comme un rectangle, tu dois avoir longueur et largeur. Voilà. Donc, si on me présente un vélo, ce n'est pas un rectangle. D'accord? Donc, voilà. Donc, le rectangle, il est caractérisé par ça et il doit avoir le même comportement aussi. Il doit pouvoir faire surface et périmètre. Voilà. Donc, la classe là n'est qu'un modèle qui décrit un groupe d'objets donnés. Donc, les objets sont des instances de la classe. Ça veut dire qu'on les crée à partir d'une classe. Donc, ils sont conformes à la description de la classe. Donc, une classe, en termes de notation, est généralement notée comme ça, avec 3 compartiments. Il y a un premier compartiment pour mettre le nom, un deuxième compartiment pour mettre la liste des attributs, et puis un troisième compartiment où on met la liste des méthodes. Voilà, la liste des opérations ou des méthodes. Donc, les attributs, ce sont des propriétés élémentaires d'une classe. Ça peut être aussi un stéréotype. Un stéréotype, c'est de donner une information supplémentaire sur une classe. D'accord? Voilà. Mais bon, ça, c'est une notion générale. Donc, on ne va pas s'intéresser à ça. Ça donne un peu le rôle d'un, sous forme de texte, le rôle d'une classe voilà, dans un système, quelque chose comme ça. Donc, chaque attribut a un nom. Bon, un attribut, c'est un peu comme variable, hein, on a l'habitude de ça. D'accord? Donc, il y a un identifiant. Voilà, il y a un identifiant et puis il y a un type de valeur. Donc, chaque attribut, par exemple, ça peut être un entier, des choses comme ça, hein, un nombre réel, une chaîne de caractères. Donc, ça peut être un autre type qu'on a créé, ça peut être un rectangle. Oui. Et puis, l'attribut peut avoir une valeur initiale, une valeur par défaut. Mais cette valeur par défaut-là, elle n'est pas obligatoire, elle est facultative. Après, on peut aussi avoir un attribut qui est dérivé. Ben, il y a certains types d'attributs qui sont des attributs dérivés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, cet attribut-là, il est calculable à partir d'autres attributs, d'autres informations connues, quoi. Vous voyez, par exemple, si on prend les cas du rectangle, les attributs du rectangle, c'est la longueur et la largeur. Mais toute autre information dont on a besoin, ben, on peut les calculer à partir de la longueur et la largeur. Donc, si je prends surface, ben, la surface, c'est un attribut. Voilà, mais c'est un attribut qui est dérivé. Ça veut dire qu'on peut en fait obtenir la surface à partir d'autres attributs, de la longueur et la largeur. On peut avoir les périmètres aussi à partir de la longueur et la largeur. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il y a des informations comme ça, donc qu'on peut dériver à partir d'autres informations qui existent. Voilà. Et donc, dans la représentation, on peut faire comme ça, là, le nom de la classe, la liste des attributs. Et si on veut, on met la valeur initiale. Il y a le type, il y a la valeur initiale. Ensuite, il y a aussi les opérations, les méthodes. On a le nom de la méthode. Une méthode, c'est une fonction. Donc, on peut prendre une liste de paramètres. D'accord? Voilà. Par exemple, une opération, addition de 2 nombres. On peut prendre comme paramètre les 2 nombres, là, A et B.
et fait un calcul et retourne le résultat. D'accord? Donc, une opération peut avoir une liste de paramètres. Et chaque paramètre va avoir son type. D'accord? Voilà. Et ensuite, on a les types du résultat. Donc, ça, c'est vraiment de manière générale. Mais si on passe d'un langage de programmation à un autre, d'accord? Dans les déclarations, vous allez voir, vous avez vu qu'en Python, dans les déclarations, on ne précise pas les types. D'accord? Voilà. Même avec les fonctions aussi, on ne précise pas les types des paramètres. Voilà. On ne précise pas les types des paramètres, on ne précise pas les types de la valeur des retours. Mais ici, c'est une notation générale. C'est une notation générale. Mais si tu passes à un langage de programmation donné, la façon de faire, bon, ça va être, disons, voilà, de faire les déclarations des classes, des attributs, des méthodes, ça va différer. Donc ça, c'est une notation qu'on appelle voilà, une notation UML des classes. Donc vous aurez un cours voilà, approfondi sur ça. Et, voilà. Donc ici, c'est avec l'objectif de pouvoir démarrer avec le concept objet dans Python. Voilà. Donc ici, on a la représentation de la classe voiture. Voilà. Donc une voiture, à quoi? À la marque. Donc, sa marque là, c'est quoi? C'est du texte. Voilà, c'est une chaîne de caractères. Ben, la puissance aussi, ben, c'est un entier. Les cylindrés, ben, c'est un entier. L'année, hein, l'année de mise en circulation, ben, c'est un entier. Ensuite, l'ancienneté, quel est l'âge de la voiture? Donc, on peut avoir à partir de l'année. D'accord? Voilà. Donc, ça aussi, c'est un entier. Et maintenant, en termes de comportement, qu'est-ce que la voiture peut faire? Voilà. Qu'est-ce que la voiture peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sur une voiture? Hein? Donc, la voiture peut démarrer, peut rouler, peut freiner, peut s'arrêter. Voilà. Donc, il y a les attributs et puis il y a le comportement qui est défini par ces méthodes-là. Et puis après, on peut avoir des objets, voilà, des objets différents qui sont des instances de la classe voiture. Donc la représentation d'un objet, c'est que bon, on met le nom de l'objet, d'accord, le nom de l'objet, et on va mettre les valeurs des attributs, d'accord, les valeurs des attributs. Ben, ici, j'ai un objet, ma voiture, qui est, voilà, la valeur de la marque, c'est Audi, hein, donc la puissance, c'est 10 chevaux, hein, les cylindrés, donc on a donc disons 2 litres, donc l'année, c'est 2001, vous voyez? Donc ici, vous voyez qu'on ne précise pas l'ancienneté parce que c'est une information, c'est un attribut dérivé. C'est qu'on peut l'obtenir à partir d'une ou plusieurs informations ici. Dans l'autre cas, on peut l'obtenir à partir de l'année de mise en circulation. Donc ici, j'ai un autre objet. Donc on peut préciser dans le nom de l'attribut, de l'objet, on peut préciser sa classe. Donc ici, j'ai dit, j'ai ma voiture est une voiture. Et donc, j'ai les valeurs, voilà, des attributs de l'objet. Voilà. Ou bien on peut avoir des objets anonymes. Voilà, ça veut dire que bon, j'ai un objet, cet objet-là, il n'a pas de nom. Voilà. Donc, j'ai un objet de type voiture et j'ai les valeurs pour ces attributs. D'accord? Donc, on a la classe et on peut créer autant d'objets qu'on veut. Et donc, pour la représentation des objets, donc on a différentes notations comme ça. Et donc, dans l'encapsulation,
il y a ce qu'on appelle la notion de visibilité, hein, la notion de visibilité des attributs et des opérations. Voilà. Donc, et la façon de pouvoir les utiliser. Voilà. Et donc, ici aussi, c'est un principe général. D'accord? Donc, si on passe au niveau des langages de programmation, on va voir qu'en Python, les choses se font différemment. Hein? Donc, si vous êtes en Python, vous êtes en Java, C++, voilà. Les problèmes de visibilité là sont traités de manière un peu différente. Donc, les attributs peuvent être publics. Donc, un attribut qui est public, ça veut dire que l'attribut ou bien l'opération qui est publique est visible par toutes les classes. Voilà, ça veut dire que tout le monde peut utiliser ça directement. Voilà, un attribut ou bien une opération publique. D'accord? Ensuite, il y a des attributs qui sont protégés. Donc, un attribut protégé, ça veut dire que l'attribut n'est visible que par la classe elle-même. D'accord? Et dans ces cas, il est visible par la classe elle-même et par les sous-classes, les classes qui héritent de la classe. Maintenant, les autres classes-là ne vont pas pouvoir voir hein, donc l'attribut ou bien la méthode. Ensuite, il y a les attributs qui sont privés. Attributs privés, donc ça veut dire que bon, vraiment ces informations-là, ce sont des informations privées, donc les attributs ou les méthodes. Donc dans ces cas, à part la classe elle-même, aucune autre classe ne va avoir accès à cet attribut-là, à part la classe elle-même. Donc les autres informations plus, d'accord, ce sont des informations publiques. Ça veut dire que bon, n'importe qui peut connaître la marque d'une voiture, n'importe qui peut connaître la puissance, d'accord? D'accord? Mais l'année et l'ancienneté, ce sont des attributs qui sont privés. Ça veut dire que voilà, il n'y a que la classe elle-même qui peut avoir accès à ça. Les autres, non, on ne peut pas avoir accès directement. Et donc, ça a un peu des conséquences. Ça a des conséquences sur la façon dont hein, on peut accéder à ces attributs ou à ces méthodes-là. Donc, on verra ça concrètement quand on va créer des classes avec des attributs et des méthodes. Donc, en Python. Donc, il y a différentes sortes d'associations entre les classes. D'accord? Par exemple, on peut avoir une classe qui dépend d'une autre. D'accord? Par exemple, une personne possède une date de naissance. Donc, la date de naissance, là, c'est une date. Voilà. Donc, on peut dire qu'une date même est une classe. Vous voyez? Donc, c'est une association entre date de naissance et personne. Voilà. Parce qu'une personne possède une date de naissance. Et puis, la date de naissance elle-même, ça peut être une classe parce que une date de naissance, ça peut être le jour de la naissance, le mois, et puis l'année, et puis l'heure de la naissance. D'accord? Voilà. Donc, une date même peut être représentée par une classe. Donc, une classe peut dépendre d'une autre classe. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose voilà, qu'on rencontrera beaucoup. Voilà, les associations. Une classe dépend d'une classe. Voilà, par exemple, ici, classe 1 dépend des classe 2. Et puis, l'association a un rôle. D'accord? Par exemple, ici, on a une personne dépend d'une entreprise. Donc, une personne est associée à une entreprise. Maintenant, quel est le rôle? Bien, une personne travaille dans une entreprise. Voilà. D'accord? Donc, on a des relations entre des classes.
Donc, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'en fait, dans la classe personne, on va avoir un attribut entreprise, c'est-à-dire un attribut de type entreprise. Ce n'est plus un attribut de type entier, réel ou bien chaîne de caractères, mais c'est un attribut qui est de type une classe. Quelle classe? Entreprise. Voilà. Donc, ça veut dire que une personne travaille dans une entreprise. D'accord? Donc, l'attribut maintenant de la personne, l'attribut entreprise de la personne, c'est un objet de la classe entreprise. D'accord? Donc, en termes d'attributs, il y a des multiplicités. Par exemple, on peut avoir une personne travaille dans une entreprise, hein, mais quand la personne est un chômeur, la personne ne travaille dans aucune entreprise. D'accord? Donc, plus généralement, on peut dire qu'une personne peut travailler dans zéro ou une entreprise, si c'est ce qui est autorisé. Voilà. Donc, la personne travaille ou ne travaille pas. Mais si la personne ne travaille pas, elle travaille dans zéro entreprise. C'est équivalent, la personne ne travaille pas. Si la personne travaille, elle travaille uniquement dans une entreprise. Bon, mais si le système le permet, vous pouvez dire qu'une personne travaille dans zéro ou plusieurs entreprises. Mais de manière générale, une personne travaille dans zéro ou une entreprise. D'accord? Donc ça, c'est les multiplicités dans les associations. D'accord? Maintenant, une personne travaille dans une entreprise, mais plusieurs personnes aussi peuvent travailler dans la même entreprise parce que une entreprise peut avoir plusieurs employés. Donc, ce n'est pas une association 1 à 1 seulement. D'accord? Ce n'est pas une personne, une entreprise, mais plusieurs personnes peuvent travailler dans la même entreprise. D'accord? Ça veut dire que dans l'association, hein, le nombre de participations d'un côté de l'association, dans l'association, ça peut varier. C'est ça qu'on appelle la multiplicité. D'accord? Donc, si le minimum c'est 0 et le maximum est indéfini, donc on peut dire que bon, ça peut participer plusieurs fois. Donc, ça peut être 0. D'accord? Ça peut être 0, mais ça peut être plusieurs fois aussi. Si le minimum c'est 1, ça veut dire que ça participe au moins une fois. D'accord? Mais pas 0. Mais au moins une fois, ça participe, mais pas 0. D'accord? Ensuite, bon, le minimum, si c'est n, c'est-à-dire n différent de 0 ou de 1, c'est un cas qui est rare, quoi. Donc, généralement, dans les multiplicités, le minimum, c'est 0 ou bien c'est 1. D'accord? Mais il est possible que, dans certains cas, le minimum, là, soit plus que 1. Ça peut être 2, 3. D'accord? Maintenant, le maximum, ça peut être plusieurs ou bien une valeur fixée. Par exemple, on peut dire qu'un véhicule a plusieurs roues. D'accord? Une roue. Voilà, donc plusieurs roues. Dans la généralité, on peut dire que bon, un véhicule va avoir au moins deux roues. D'accord? Voilà, donc le minimum c'est 2. Et puis le maximum, on peut dire que c'est plusieurs, c'est pas borné. Donc on pourra mettre autant de roues qu'on veut. Ou bien on peut dire un véhicule a un nombre de roues compris entre 2 et 64 par exemple. Voilà, si ça c'est la limite maximale possible, on peut dire ça.
Voilà, donc le minimum, c'est 2, parce que, voilà, le vélo, il a 2 roues, les voitures ont 4 roues, hein, et puis on a voilà, d'autres types de véhicules qui ont 6 roues, 8, 12, hein, avec les camions, les remorques. Hein. Donc on peut avoir des véhicules qui ont des dizaines de roues. Voilà. Donc vous allez voir ces notions de multiplicité là. Hein, donc concrètement dans votre cours de UML. Voilà. Donc on ne va pas beaucoup s'intéresser à cet aspect-là ici. Voilà. Donc nous avons quasiment eu présenté ce qui est indispensable pour nous, hein, la notion de classe de manière générale, la notion d'objet, hein, attribut, méthode, héritage, polymorphisme, et donc on verra concrètement comment tout ça là, ça marche. Oui. Donc dans les associations, on peut avoir aussi des contraintes. Par exemple, une personne, d'accord, travaille dans une entreprise, d'accord, mais une ou plusieurs personnes peuvent travailler dans une entreprise. Donc, ce n'est pas juste une personne qui travaille dans une entreprise. Vous voyez? Mais c'est une ou plusieurs. Parce que, bon, si l'entreprise doit exister, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui y travaille. Sinon, l'entreprise n'existera pas. D'accord? Donc, il y a une ou plusieurs personnes qui travaillent dans une entreprise. Et chaque personne travaille uniquement dans une entreprise. Donc, c'est ce que l'association nous dit ici. Donc, ça veut dire que dans une entreprise, en fait, il y a une liste de personnes. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'ici, on a, dans la classe personne, on a un attribut qui est en fait une liste de personnes. Voilà. C'est une liste de personnes qui travaillent dans l'entreprise. Mais au niveau de la classe personne, on a un attribut qui est en fait une seule entreprise, qui est de type d'entreprise, mais c'est une seule entreprise. Alors qu'ici, on a une liste de personnes. D'accord? Ça veut dire qu'on gère dans la classe personne une entreprise, un objet entreprise, alors qu'ici, dans la classe entreprise, on gère une liste d'objets de type personne. Voilà. Et puis, les contraintes sur ça, le nombre, comme ici, là, c'est plusieurs personnes, on peut dire que la liste des personnes est ordonnée. Et ordonnée, c'est-à-dire qu'il y a une relation d'ordre là-dedans. Premier, deuxième, troisième, ainsi de suite. Et puis, on peut dire que voilà, la mise à jour est interdite, c'est-à-dire que la liste des personnes, on ne peut pas la mettre à jour. D'accord? Ensuite, on peut dire que, bon, à la liste des personnes, on ne peut pas supprimer des gens, mais on peut ajouter des gens. Ici, interdit, donc, frozen, ou bien ajout seul. On peut ajouter, donc, mais on ne peut pas supprimer des gens. D'accord? Donc, la navigabilité, c'est c'est-à-dire voir est-ce qu'une personne, c'est l'accessibilité, quoi. D'accord? Par exemple, ici, on a une personne est associée à une copie d'examen. Donc, on a une association. D'accord? Une personne peut avoir de 1 à 5 copies, de 1 à 5 copies d'examen. Maintenant, est-ce que la personne qui peut accéder aux copies d'examen, est-ce que c'est la copie d'examen qui peut accéder à la personne? Vous voyez? La navigabilité. D'accord? Ben, ce qui est logique ici, c'est que c'est la personne qui produit les copies d'examen. C'est la personne qui fait l'examen, donc la personne produit les copies d'examen. D'accord? Voilà. Ce n'est pas l'inverse. D'accord? Donc, la personne a accès
aux copies d'examen. Donc, peut se renseigner sur voilà, sa copie d'examen. Mais la copie d'examen, elle ne peut pas se renseigner sur la personne. Donc, la navigabilité, c'est de voir le sens dans lequel on peut accéder aux informations. Donc, parfois, ça peut être, bon, j'ai des personnes. Voilà, donc on va dire que bon, une personne a un, comment on appelle, a un conjoint. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est une association, personne. Donc, une personne a un conjoint qui est de quel type? De type personne. Donc, une personne est associée à une personne. Vous voyez? Maintenant, chaque conjoint a accès à son partenaire, à son autre conjoint. Oui, donc, dans ces cas, la navigabilité, ça va être dans les deux sens. Ensuite, on va voir le concept d'agrégation. Donc, l'agrégation, c'est une association particulière. D'accord? C'est une association qui traduit en fait le fait que on a un élément qui est composé de plusieurs autres éléments. D'accord? Mais la relation n'est pas... Mais en fait, si les éléments qui composent l'ensemble, d'accord, ici, j'ai un ordinateur qui est composé de plusieurs éléments, qui est composé de l'unité centrale, les claviers et l'écran. D'accord? Voilà, ça veut dire que il y a donc une association voilà, particulière entre ordinateur et ces éléments-là. Donc, le sens qu'on donne à ça, c'est que bon, même si l'ordinateur n'existe pas, hein, même si l'ordinateur n'existe pas, ben, les claviers peuvent exister. Les claviers, il existe, d'accord. L'ordinateur lui-même, il est, hein, c'est une agrégation. Hein, donc, c'est le terme agrégation qui convient parce que les cycles de vie de ces objets-là ne sont pas liés. D'accord? Ça veut dire que si on détruit l'ordinateur, ben, les claviers et l'écran là peuvent toujours fonctionner sur d'autres ordinateurs. Vous voyez? Donc, une voiture aussi, par exemple, est agrégée de, voilà, de roues, moteurs, des choses comme ça. D'accord? Ben, même si la voiture ne fonctionne plus, il y a certains éléments qui sont là-dedans qui peuvent fonctionner sur d'autres voitures, qui peuvent fonctionner ailleurs. Donc, l'agrégation, c'est le fait qu'il soit composé d'éléments, mais que même si qui n'existent pas, les sous-éléments-là, ils peuvent toujours exister. Voilà. Donc, les cycles des éléments-là, cycle de vie des éléments ne sont pas liés. Ensuite, on a la composition. Donc, la composition aussi, c'est une sorte d'association dans laquelle, en fait, voilà, l'élément, ici, par exemple, une commande, est composé des lignes de commande. Hein, est composé des lignes de commande. Mais si on détruit la commande, ben les lignes de commande ne servent plus à rien. Parce que les lignes de commande, en fait, sont voilà, étroitement liées à la commande. Donc, leurs durées de vie, là, en fait, sont liées. Voilà. Donc, parfois, on a un élément est composé d'autres éléments. Maintenant, la composition, elle est soit une agrégation, donc le premier type hein, de composition. L'agrégation, ça veut dire que si on détruit l'ensemble, les éléments du sous-ensemble là, ils peuvent continuer à vivre, voilà, peuvent continuer à exister. Mais dans ce qu'on appelle une composition, ben, si on détruit l'ensemble, ben, les sous-composants aussi vont être détruits. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre agrégation et composition. Donc, quand on revient sur ici, là, ben, une personne
une ou plusieurs personnes travaillent dans une entreprise, ça, c'est une association. D'accord? C'est une association. Mais si on veut le traduire comme composition, agrégation, ben c'est l'agrégation qui va convenir parce que une entreprise va être agrégée de plusieurs personnes. Parce que même si l'entreprise n'existe pas, les personnes là continuent leur vie. Vous voyez, donc j'ai quelque chose qui est à un moment donné composé de personnes, mais si les personnes n'existent pas, disons, l'entreprise n'existe pas, les personnes continuent à exister. Donc ça, c'est l'agrégation. Voilà, ça, c'est l'agrégation. Mais quand je prends l'exemple de la commande, dans une commande, il y a ligne de commande. Chaque ligne, on dit, bon, voilà, il y a tel produit, telle quantité, des choses comme ça. Voilà, donc on a ligne de commande. Si la commande est détruite, les lignes de commande sautent avec. Voilà. Dans ce cas, on a une composition. Bon, donc en termes de programmation, ces choses-là, on verra comment on gère ces histoires. Donc, on a parlé d'héritage. Donc, l'héritage permet d'avoir la généralisation et la spécialisation. Donc, la généralisation, c'est le fait que, voilà, à partir d'une classe, on a plusieurs classes qui ont des éléments en commun, et on crée une classe plus générale dont ces classes vont hériter. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la généralisation. Ensuite, il y a, voilà, donc j'ai, vous voyez, des sous-classes, classe 1, classe 2. Hein? Donc, je crée une superclasse qui regroupe les attributs communs à sous-classe 1 et sous-classe 2. Donc, j'obtiens une superclasse. D'accord? Maintenant, si c'est l'inverse que j'ai fait, j'avais en fait une classe unique, et après, je me rends compte qu'en fait, c'est mieux de faire des sous-classes. Dans ces cas-là, on fait une spécialisation. Donc, la généralisation, c'est quand on part des sous-classes et on factorise pour avoir une classe qui a les attributs et les méthodes communes. Dans ce cas, on a la généralisation. Si on part d'une classe et on se rend compte qu'on a besoin de faire des sous-classes, dans ce cas, on va parler de spécialisation. D'accord? Donc ici, par exemple, on a personne, d'accord? Personne regroupe les propriétés communes aux employés, aux étudiants et tout ça, d'accord? Parce que tout le monde en réalité a les mêmes caractéristiques. Vous voyez? Donc on s'est rendu compte que dans employé, on avait la classe employé, on avait la classe étudiant. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a des informations qui sont communes. Ici, nom, prénom, adresse, téléphone de résidence. Ici aussi, on s'est rendu compte que dans étudiant, on a la même chose. Et donc, on a créé une classe personne dans laquelle on regroupe les attributs communs. Voilà. Ça peut aussi être, on regroupe les méthodes communes. D'accord? Donc, on a créé une classe personne pour pouvoir généraliser les choses. Donc, on a fait de la généralisation. Donc, dans l'héritage, on a ce qu'on appelle le recouvrement. Parfois, on peut faire l'héritage alors que, bon, cet héritage-là, ça ne couvre pas tous les cas possibles. Par exemple, si je dis personne, bon, un employé est une personne, un étudiant aussi est une personne, mais est-ce que ça couvre l'ensemble des cas possibles? Non. Alors, si je dis comme ça,
Un employé est une personne, étudiant est une personne, mais j'ai aussi un médecin est une personne, un enseignant est une personne, d'accord? Un chauffeur est une personne. Donc là, je ne peux pas de cette manière donner la liste de toutes les possibilités. Et puis, il peut y avoir chevauchement. Voilà, il peut y avoir chevauchement parce que j'ai personne qui peut être à la fois un employé et peut aussi être un étudiant. Vous voyez? Il peut être un étudiant, il peut aussi être un chauffeur à la fois. D'accord? Donc, la même personne peut avoir différents rôles. Donc, on a un chevauchement ici. Voilà. Donc, la généralisation est incomplète parce que on peut ajouter d'autres, voilà, d'autres sous-catégories parce qu'il n'y a pas qu'étudiants et employés qui sont des personnes. D'accord? Donc, la généralisation, elle est, voilà, l'héritage ici, elle est incomplète. Ensuite, est-ce qu'il y a ces disjoints? Hein? Est-ce que quand je prends chaque objet, est-ce qu'il est forcément d'une seule sous-classe? Vous voyez? Donc, je peux prendre quelqu'un, il peut être à la fois employé et étudiant. D'accord? Il peut à la fois être employé et étudiant. Donc, on dit qu'on a un chevauchement. Donc, quand on fait aussi ça, on fait l'héritage, donc il faut essayer de, voilà, de bien faire, hein, pour éviter certaines ambiguïtés. Voilà. Pour éviter certaines ambiguïtés. Parce qu'il y a certaines situations où, bon, si tu veux créer des personnes par profession, là, tu risques d'avoir un nombre illimité de classes. Parce qu'il y a un nombre énorme de professions. Vous voyez? Voilà. Donc, l'héritage multiple. Donc, l'héritage multiple, c'est le fait qu'une classe puisse hériter de plusieurs classes. Voilà. Donc, dans certains langages de programmation, ça c'est possible. Dans d'autres, ce n'est pas possible. D'accord? Mais en termes de, voilà, orienté objet pur, c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Donc, par exemple, on peut avoir une classe véhicule, et puis il y a plusieurs sortes de véhicules. On peut avoir des véhicules terrestres, et on peut avoir des véhicules marins aussi. Il y a aussi des véhicules aériens. D'accord? Par exemple, les avions et autres là. D'accord? Maintenant, parmi les véhicules terrestres, on a les automobiles. Et puis, on a aussi des véhicules amphibies. Donc, un véhicule amphibie, c'est un véhicule en fait qui peut à la fois, voilà, aller dans l'eau et aussi, hein, rouler sur le sol, quoi, la route. D'accord? Donc, ces véhicules-là, c'est non seulement un véhicule terrestre, mais aussi c'est un véhicule marin. Donc, il hérite des deux classes. Donc, dans certains langages, on a fait le choix d'éviter l'héritage multiple. Parce que ça ajoute une certaine complexité quand même à la conception. Parce qu'après, ces véhicules-là, on va dire il est quoi? C'est un véhicule terrestre ou bien c'est un véhicule marin? Donc, comme il est des deux catégories, donc ça peut apporter une certaine voilà, complication après. Ça va, il y a des questions? Madame, ça va? Ah, il faut suivre. Hein? Ensuite, on a la notion de paquetage. Hein?
Donc, bon, ça, c'est vraiment la façon de structurer les classes, parce qu'on peut avoir plusieurs classes dans notre projet. D'accord? Et on va créer des sous-dossiers qu'on appelle en fait des paquets, des packages, dans lesquels on va mettre les classes. Donc, c'est comme vraiment la notion de dossier. Même sur le système là, dans Windows, tu as un dossier, tu as plusieurs fichiers là-dedans, ben, après, tu vas être tenté de créer des sous-dossiers pour regrouper les fichiers là par catégorie. Et donc, le package, il sert dans voilà, le même objectif dans les programmes. Donc, on va créer des packages et on va regrouper les fichiers là par catégorie. Donc, c'est à ça que va servir la notion des packages. Voilà. Donc, on peut regrouper de différentes manières, soit on peut faire un découpage fonctionnel, structurel, opérationnel ou bien voilà, pratique. Donc, il n'y a pas une façon unique de faire ces découpages-là. Donc, si j'ai un programme dans lequel je vais implémenter des choses pour faire des calculs divers, bon, je peux être tenté de mettre dans un package tout ce qui est relatif à l'arithmétique, hein, donc nombre premier, nombre parfait, des choses comme ça. Je les mets dans un package. Après, tout ce qui est relatif à la géométrie, points, nombres complexes, par exemple, rectangle, cercle, des choses comme ça, je les mets dans un package géométrie. Voilà. Ou bien tout ce qui est relatif à calcul matriciel, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? J'ai fait une classe matrice. Après, j'ai fait voilà. J'ai fait des classes pour faire des calculs matriciels. Donc, je peux découper de manière différente. Donc, c'est généralement de faire un rassemblement par lien logique entre les classes. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel que je voulais voilà, vous montrer hein, en termes de base sur les concepts objets. Ensuite, on va passer à Python pour pouvoir faire voilà, des exemples. C'est bon, des questions? Bon, ok, donc on va prendre une petite pause.